Et si je vous disais qu'un simple geste, comme la manière dont vous marchez ou serrez la main, pouvait prédire combien de temps vous allez vivre? Préparez-vous à découvrir des secrets surprenants qui pourraient changer à jamais votre façon de voir le vieillissement. Restez avec nous jusqu'à la fin. La vitesse de la marche, un indice crucial pour prédire votre espérance de vie. Je me souviens de cet homme que j'ai rencontré il y a quelques années. Il avait 72 ans et son pas, son allure, tout dans sa manière de marcher m'a frappé. C'était comme si le temps n'avait aucune prise sur lui. Il marchait vite, avec assurance, et sa démarche fluide trahissait une vitalité hors du commun. Il n'avait ni canne, ni même un léger signe de fatigue. En discutant avec lui, il m'a révélé un secret que peu de gens connaissent. La manière dont vous marchez aujourd'hui détermine une grande partie de votre avenir. Ce n'était pas qu'une simple phrase, mais un avertissement que j'ai ressenti profondément. Le temps, pour beaucoup, semble passer de plus en plus vite après 70 ans. Les gens se sentent souvent comme s'ils devenaient invisibles, comme si leur place dans ce monde devenait moins importante. Mais cette vitesse à laquelle vous vous déplacez chaque jour est bien plus qu'un simple mouvement physique. C'est un indicateur puissant de votre santé globale, un signal secret que votre corps vous envoie et qui peut vous révéler plus que vous ne le croyez. Imaginez, vous marchez dans la rue sans prêter attention à vos pas. Vous êtes fatigué, vous vous arrêtez souvent pour reprendre votre souffle, vous sentez vos genoux qui se dérobent et vous vous dites que c'est normal à votre âge. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez au fond de vous que cela ne devrait pas être le cas. Pourquoi est-ce si important? Pourquoi chaque pas que vous faites pourrait être une prédiction de votre avenir? Il y a des études scientifiques qui montrent que la vitesse de la marche est l'un des premiers signes visibles de l'état de santé d'une personne, surtout après l'âge de 70 ans. Chaque pas lent, chaque hésitation, chaque arrêt pour reprendre son souffle n'est pas juste le signe d'une fatigue passagère. C'est un signe que quelque chose se passe dans votre corps. Quelque chose qui pourrait indiquer un problème plus profond. Et ce problème, s'il n'est pas traité, pourrait affecter non seulement votre qualité de vie, mais aussi votre espérance de vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un autre homme. Il s'appelait Pierre, un homme de 64 ans que j'ai rencontré lors d'un séminaire sur le vieillissement. Il avait des jambes qui semblaient lourdes, comme si chaque pas qu'il faisait était une bataille. Sa démarche, bien que très lente, ne trahissait pas sa détermination. Pourtant, Pierre, malgré son âge, ne semblait pas être en mauvaise santé. Alors, pourquoi marchait-il aussi lentement? C'est là que j'ai découvert quelque chose de fascinant. Pierre m'a expliqué qu'il n'avait jamais vraiment pris soin de son corps. Pendant des années, il avait négligé les simples habitudes qui pouvaient améliorer sa condition physique. Il n'avait pas pris le temps de marcher chaque jour, de faire un peu d'exercice. Tout se résumait à ses longues heures passées à son bureau, à ses habitudes alimentaires peu équilibrées et à un style de vie où l'activité physique n'avait jamais eu une place importante. Petit à petit, son corps avait commencé à ralentir, et cette lenteur était devenue un réflexe qu'il ne remettait même plus en question. Il s'était simplement adapté à cette nouvelle réalité. Mais il y a une autre vérité derrière cette lenteur. La vitesse de votre marche n'est pas seulement influencée par l'âge, mais par la façon dont vous avez traité votre corps tout au long de votre vie. Les scientifiques l'appellent le marcheur âgé, une personne qui, avec l'âge, commence à marcher de plus en plus lentement. Mais ce phénomène ne découle pas simplement du vieillissement naturel. Il s'agit d'un indicateur d'un déclin plus général de la santé physique. Et ce déclin commence souvent avec des habitudes simples que nous négligeons, comme marcher chaque jour. Pierre a donc commencé un voyage. Ce n'était pas un voyage vers une destination lointaine, mais un voyage vers la récupération. Chaque matin, il a commencé par marcher pendant 15 minutes, à un rythme tranquille. Ensuite, il a augmenté progressivement la durée et la vitesse. Il a aussi intégré des exercices de renforcement musculaire. Au bout de quelques mois, une transformation silencieuse s'est produite. Sa démarche est devenue plus rapide, plus fluide. Pierre a retrouvé une partie de cette jeunesse perdue qu'il pensait à jamais oublier. C'est là où se trouve la vérité la plus puissante.
Vous pouvez améliorer la vitesse de votre marche à tout âge. Ne laissez pas les années de négligence vous rattraper. Chaque pas compte. Chaque mouvement que vous faites maintenant peut non seulement vous offrir une meilleure qualité de vie, mais aussi ajouter des années à votre espérance de vie. Marcher tous les jours, même un peu, commence à apporter des bienfaits instantanés. Vos muscles se renforcent, votre cœur travaille plus efficacement et votre cerveau bénéficie d'une meilleure circulation sanguine. Mais il y a aussi une autre réalité. La vitesse de votre marche est un reflet direct de votre état mental. Si vous vous sentez épuisé après quelques pas, cela ne provient pas uniquement de votre condition physique. Cela provient aussi de votre esprit, de votre état mental et émotionnel. Êtes-vous en paix avec votre vie? Est-ce que vous êtes en mesure de gérer le stress de manière positive? Le stress, l'anxiété et la dépression peuvent tous ralentir votre rythme de marche, littéralement. Parce que quand l'esprit est en paix, le corps suit. Je vous le demande, êtes-vous prêt à changer votre marche pour changer votre vie? Vous voyez, la manière dont vous marchez n'est pas simplement une question de pas, c'est une question de choisir la vie. C'est un choix que vous pouvez faire chaque jour, et chaque jour est une opportunité pour vous améliorer. Alors, je vous invite à réfléchir un instant à cette question. Comment marchez-vous aujourd'hui? Est-ce que vos pas sont confiants, rapides et remplis d'énergie? Ou est-ce que vous marchez lentement, avec hésitation, comme si chaque pas était un fardeau? Si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre santé et de votre futur, commencez dès maintenant. Marchez chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. Redécouvrez la force et l'énergie que vous avez toujours en vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils sur la santé et le bien-être des personnes âgées. Nous avons beaucoup d'autres vidéos passionnantes et motivantes à partager avec vous. Votre avenir commence maintenant. Faites-en un avenir actif et plein de vie. La force de la poignée. Un indicateur caché de votre indépendance et de votre longévité. Je n'ai jamais sous-estimé la puissance d'une poignée de main. Au début, c'était simplement un geste de courtoisie, quelque chose que nous faisons tous les jours sans y réfléchir. Mais, à un certain moment, j'ai compris qu'une poignée de main pouvait en dire plus sur une personne que des heures de conversation. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment un simple geste pourrait en dire autant sur la vitalité, la force et la longévité d'une personne? C'est ce que j'ai découvert en rencontrant Madame Claire. Claire, une femme de 66 ans, vivait à Nice. Lors de notre rencontre, je lui ai serré la main. Elle l'a saisie avec une telle vigueur que j'ai presque eu l'impression d'avoir affaire à une personne bien plus jeune qu'elle. Un éclat d'énergie s'est révélé à travers ce geste simple. Sa main était ferme, puissante, mais plus important encore, elle était vivante. À cet instant, j'ai compris que la force de sa poignée de main ne se limitait pas à la force physique de ses muscles, mais à l'état de santé général de son corps. Quand Claire a commencé à me raconter son histoire, il est devenu évident que sa vitalité n'était pas une simple coïncidence. Elle m'a expliqué qu'elle n'avait jamais négligé son corps, même dans ses jeunes années. Elle avait toujours cultivé des habitudes saines, marché tous les jours, pratiqué des exercices physiques adaptés à son âge. Et bien sûr, elle ne s'était jamais laissée aller. Elle m'a confié que tous les matins, après son petit déjeuner, elle se rendait dans son jardin et passait 1 heure à jardiner. Une activité qui, selon elle, faisait partie de son rituel de santé. Ces gestes simples, répétés au fil des ans, avaient permis à Claire de maintenir sa force musculaire. Sa prise ferme, sa main solide, étaient les fruits de sa discipline au quotidien. En revanche, le contraste avec M. Marc, un autre homme de 67 ans que j'avais rencontré quelques semaines plus tôt, m'a frappé. Marc vivait à Toulouse et semblait également être un homme de grande expérience. Pourtant, lorsqu'il m'a tendu la main, j'ai ressenti une grande faiblesse. Sa poignée de main était molle, hésitante, et ses doigts semblaient incapables de me saisir avec force. Il avait la réputation d'être une personne calme, mais derrière cette tranquillité apparente, il y avait une dégradation de sa force physique. En discutant davantage avec lui, j'ai appris qu'il ne faisait pratiquement aucun exercice. Après une opération du genou plusieurs années auparavant, Marc s'était lentement retiré de l'activité physique. Il avait cessé de marcher,
ne pratiquait plus de sport et ses muscles s'étaient atrophiés. Cela se reflétait dans la faiblesse de sa prise, un signe évident d'une santé qui se détériorait silencieusement. Il est fascinant de constater qu'une simple poignée de main puisse être un indicateur aussi précis de notre santé générale, notamment de la force musculaire, mais aussi de notre système nerveux et de la circulation sanguine. La force de la poignée de main est l'un des premiers signes de l'affaiblissement musculaire chez les personnes âgées. Elle peut aussi révéler des problèmes cachés dans le corps, comme des troubles nerveux ou une mauvaise circulation sanguine. La science a prouvé que la perte de force musculaire chez les personnes âgées, souvent appelée sarcopénie, peut se manifester par une diminution de la force de la poignée de main. Mais la véritable question est, pourquoi est-ce si important? Pourquoi devrions-nous prêter attention à ce simple geste de la vie quotidienne? Parce que cette force, ou plutôt l'absence de force, peut déterminer notre indépendance, notre capacité à accomplir les tâches de tous les jours et même notre espérance de vie. Plus vos muscles sont faibles, plus vous serez dépendant des autres pour accomplir des gestes simples comme porter des courses, ouvrir une porte, ou même, dans les pires des cas, vous relever d'une chute. Claire me disait souvent, si je ne pouvais plus tenir une plante, si je ne pouvais plus gratter la terre, cela signifierait que ma vie se réduirait à rester assise dans un fauteuil, à attendre que tout m'échappe. Elle avait raison. La force musculaire et la mobilité ne sont pas des choix temporaires, mais des éléments essentiels pour maintenir une vie indépendante, active et pleine de sens. Et ce que Claire avait compris, c'est que l'entretien des muscles est essentiel à la préservation de l'autonomie. Marc, d'un autre côté, était un exemple tragique de ce que cela signifie négliger l'entretien de son corps. Ses muscles se sont affaiblis lentement, puis ses mouvements sont devenus plus lents, son équilibre défaillant. Il est devenu plus difficile pour lui de marcher sans douleur, de soulever des objets sans aide. Sa dépendance a augmenté progressivement, non seulement en termes d'aide physique, mais aussi mentalement et émotionnellement. La perte de force de la poignée de main de Marc n'était pas seulement une faiblesse physique, c'était un signal d'alarme concernant la détérioration de son corps tout entier. Je me suis alors posé une question essentielle. Comment améliorer cette force, cette prise de main qui symbolise bien plus que de la simple force musculaire? Heureusement, la réponse n'est pas complexe. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète pour restaurer votre force musculaire. Il suffit de commencer avec des gestes simples. Par exemple, une petite balle anti-stress peut devenir un outil puissant pour renforcer la prise. Utiliser des haltères légers, faire des exercices de résistance ou même simplement travailler dans le jardin comme Claire peut suffire à maintenir la force musculaire. Il ne faut pas attendre que la faiblesse s'installe pour agir. Agir tôt, agir maintenant, voilà la clé. Parce que ces petits efforts quotidiens sont ce qui nous permet de rester indépendants, d'être capables de continuer à accomplir des tâches simples sans assistance. Je repense souvent à Claire et à sa façon de prendre soin de ses muscles. Je me demande combien de personnes pourraient améliorer leur qualité de vie simplement en prenant quelques minutes chaque jour pour renforcer leurs mains, leurs bras, leurs jambes. Si vous pouviez juste investir 5 minutes par jour pour améliorer la force de votre prise, combien de temps cela ajouterait-il à votre indépendance, à votre qualité de vie? Nous avons souvent tendance à croire que la vieillesse arrive avec des limitations inévitables. Mais la vérité, c'est que nos choix aujourd'hui détermineront l'avenir de notre indépendance. Ce n'est pas la vieillesse qui nous prive de force, mais la manière dont nous avons traité notre corps au fil des années. Prenez soin de vous aujourd'hui et vous serez récompensé demain. Ne laissez pas votre prise devenir faible. Gardez-la forte et avec elle, gardez votre autonomie. C'est à vous de choisir. Allez-vous nourrir cette force chaque jour ou allez-vous la laisser disparaître un peu plus chaque jour? L'équilibre, un test subtil mais crucial pour votre longévité. Je me souviens de ma première rencontre avec M. Thierry, un homme de 67 ans que j'ai rencontré à Strasbourg dans un petit café au coin de la rue. Il était là, assis avec une tasse de thé à la main, observant les passants d'un regard calme mais pensif. Dès que je l'ai salué, j'ai immédiatement remarqué quelque chose de frappant.
Son regard semblait empreint de sagesse. Mais il y avait aussi une sorte de doute, une inquiétude dissimulée, qu'il n'osait pas exprimer. Ce n'était pas simplement la fatigue, ni les marques évidentes du temps. Il semblait hésiter à chaque mouvement, et cette hésitation m'a interpellé. Lorsque nous avons parlé de son quotidien, il m'a raconté son histoire avec une honnêteté poignante. Je me sens moins stable, m'a-t-il dit. Parfois, je perds l'équilibre sans raison, comme si mes pieds n'étaient plus aussi fermes qu'avant. Cette confession m'a frappé, car derrière ces mots se cachait une réalité plus profonde, celle de l'incertitude qui accompagne la vieillesse. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. L'équilibre, cet aspect si banal de notre quotidien, est un indicateur crucial de notre santé globale. Mais pourquoi l'équilibre, me direz-vous, et quel lien a-t-il avec notre avenir? Lorsque nous vieillissons, la perte d'équilibre devient l'un des signes les plus évidents d'un déclin physique qui n'est pas toujours visible à première vue. Pourtant, le simple fait de se tenir sur une jambe pendant quelques secondes peut révéler énormément sur l'état de notre système nerveux, de nos muscles et de notre capacité à réagir face au danger. Pour Thierry, ce n'était pas seulement une question de perdre l'équilibre de temps en temps. C'était l'indice d'une défaillance subtile de son corps, quelque chose qu'il n'avait jamais pris au sérieux avant, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Je me suis souvenu d'un événement marquant dans sa vie, lorsqu'il m'a raconté comment un jour, alors qu'il essayait de sortir d'une chaise, il avait perdu son équilibre et était tombé en arrière. Ce n'était pas une grande chute, m'a-t-il dit, mais après cela, quelque chose a changé. J'ai commencé à avoir peur de tomber à nouveau, et je ne pouvais pas me débarrasser de cette peur. Cette peur de tomber, cet engourdissement dans le corps, est une expérience courante pour beaucoup d'entre nous avec l'âge. Mais elle cache quelque chose de plus. Elle cache un déclin de notre système de proprioception, ce mécanisme complexe qui nous aide à maintenir notre équilibre et à réagir aux changements soudains dans notre environnement. Thierry, comme beaucoup d'autres, n'avait pas réalisé que sa capacité à rester stable sur ses pieds était liée à bien plus que la force de ses jambes. L'équilibre est le fruit d'une collaboration subtile entre le cerveau, les muscles et l'oreille interne. L'ensemble de ces systèmes doit fonctionner ensemble pour nous permettre de marcher sans hésitation, de nous relever sans effort et de réagir rapidement si nous devons éviter un obstacle. Mais lorsque l'un de ces systèmes commence à faiblir, l'équilibre devient fragile, comme un fil tiré trop fort sur le point de céder. L'un des points les plus frappants de l'histoire de Thierry, c'est que sa perte d'équilibre n'était pas une fatalité. Il m'a avoué qu'avant l'incident de la chute, il n'avait jamais pensé à pratiquer des exercices d'équilibre. J'ai toujours été actif, vous savez, a-t-il dit, mais je n'avais jamais accordé d'importance à la stabilité. J'ai toujours pensé que tant que mes jambes pouvaient marcher, tout allait bien. Et pourtant, cette pensée a laissé de côté une vérité fondamentale. À partir d'un certain âge, il ne suffit pas simplement de marcher pour maintenir un bon équilibre. Il faut entraîner spécifiquement ce sens, ce mécanisme de stabilité, de manière régulière et ciblée. J'ai alors proposé à Thierry de rejoindre un programme de rééducation de l'équilibre, en commençant par des exercices simples. Les premières semaines ont été difficiles. Se tenir sur une seule jambe pendant quelques secondes semblait être un défi insurmontable pour lui. Mais avec le temps, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Thierry a commencé à retrouver un peu plus de confiance à chaque exercice. Les séances de Tai Chi, les exercices de marche sur une ligne droite, ou même simplement la pratique de se tenir debout sur une jambe plusieurs fois par jour, ont peu à peu renforcé son équilibre. Sa peur de tomber a commencé à diminuer. Ce qui m'a frappé, c'est que l'équilibre, loin d'être une simple compétence physique, est un état de confiance intérieure. Plus nous nous sentons solides sur nos pieds, plus nous ressentons une stabilité dans tous les aspects de notre vie, y compris sur le plan mental et émotionnel. Thierry a commencé à parler plus ouvertement de ses peurs, de ses inquiétudes, et progressivement, il a appris à accepter le vieillissement comme un processus qui ne l'empêcherait pas de vivre pleinement. Il a retrouvé son autonomie et sa dignité à travers cette pratique. L'équilibre, c'est plus que juste une question de jambes solides.
C'est la capacité de garder le contrôle sur sa vie lorsque tout semble vaciller autour de nous. La perte de l'équilibre physique est souvent un miroir de l'incertitude émotionnelle et du stress mental. Quand nous avons du mal à maintenir notre équilibre physique, cela peut signifier que nous perdons aussi notre stabilité émotionnelle, que nous perdons la capacité de faire face aux défis de la vie. L'un des aspects les plus puissants de l'équilibre, c'est qu'il peut être amélioré à tout âge, et c'est ce qui rend ce processus si gratifiant. Ce n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous soyez jeune ou âgé, il existe toujours des moyens d'entraîner votre corps à retrouver cette stabilité, de renforcer la connexion entre votre cerveau et vos muscles. La clé réside dans l'engagement à pratiquer régulièrement, même de manière douce. Ces exercices simples peuvent avoir un impact profond sur votre indépendance, votre bien-être et votre qualité de vie. Je pense souvent à Thierry et à la manière dont il a transformé sa peur en force. Cette transformation m'a appris une chose. L'équilibre est le fondement de l'indépendance. Et en cultivant cette stabilité, nous cultivons notre autonomie, non seulement physique, mais aussi mentale. L'équilibre ne se limite pas à éviter une chute. Il s'agit de garder l'esprit clair et le corps fort, capable de faire face à tout ce que la vie nous réserve. Pour ceux d'entre vous qui se sentent instables, physiquement ou mentalement, je vous encourage à prendre ce premier pas. Peu importe votre âge, l'équilibre est une compétence que vous pouvez renforcer. Commencez aujourd'hui et vous verrez comment chaque petite victoire vous rapproche de votre indépendance. Ne laissez pas l'incertitude vous faire vaciller. Reprenez le contrôle de votre vie, un pas à la fois. La qualité du sommeil, un pilier essentiel pour la récupération physique et mentale. Le sommeil, quelque chose que nous prenons souvent pour acquis, est en réalité l'un des fondements les plus cruciaux de notre santé. C'est étrange de penser qu'un simple acte, comme dormir, peut avoir un impact aussi profond sur la manière dont nous vivons, vieillissons et, plus important encore, sur la manière dont nous restons en bonne santé. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Madame Brigitte, une femme de 75 ans, lors d'un événement organisé par des amis en commun. Elle m'a tout de suite impressionné par sa vivacité d'esprit et sa capacité à mener des conversations profondes et engageantes. Mais au fond d'elle, il y avait une fatigue évidente, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Je l'ai interrogée sur son quotidien et, après quelques échanges, elle m'a avoué qu'elle avait toujours eu du mal à trouver un sommeil réparateur. Je dors, mais je ne me sens jamais reposé le matin, m'a-t-elle confié d'une voix presque hésitante. Elle m'a expliqué qu'elle se réveillait fréquemment la nuit, souvent vers 3 heures du matin, et avait du mal à se rendormir. Le matin, elle se sentait toujours épuisée, comme si son corps n'avait jamais eu l'occasion de récupérer véritablement. Et pourtant, elle semblait mener une vie relativement saine, mangeait équilibré et faisait de l'exercice modéré. Mais son manque de sommeil l'affectait de manière plus profonde qu'elle ne l'avait compris. Je l'ai écoutée pendant un long moment, réfléchissant à ce que cela signifiait. Pourquoi son corps ne parvenait-il pas à se régénérer pendant la nuit? Pourquoi un sommeil de qualité semblait-il hors de portée pour elle, malgré ses efforts pour mener une vie saine? Et puis, au fil de notre conversation, une évidence m'est apparue. Le sommeil n'est pas simplement une période de repos, mais un acte vital pour maintenir une bonne santé physique et mentale, surtout en vieillissant. Il n'est pas seulement question de dormir, mais de dormir de manière réparatrice, d'offrir à notre corps et à notre esprit l'espace nécessaire pour se ressourcer pleinement. Il est fascinant de voir à quel point la qualité du sommeil affecte notre santé générale. En vieillissant, beaucoup d'entre nous remarquent une diminution de la qualité de leur sommeil, mais très peu en comprennent la véritable importance. Le sommeil, ou plutôt le manque de sommeil profond et réparateur, peut être un facteur déterminant dans la qualité de vie d'une personne âgée. Il peut affecter tout, depuis le système immunitaire jusqu'à la fonction cognitive, en passant par la santé cardiaque et l'humeur générale. Mais la plupart du temps, nous ignorons ces signes et continuons à repousser le problème, croyant que cela fait simplement partie du vieillissement. Madame Brigitte n'était pas seule. En parlant avec d'autres personnes âgées, j'ai découvert qu'une grande majorité d'entre elles souffraient de troubles du sommeil,
souvent sans savoir que ce manque de repos avait des conséquences beaucoup plus sérieuses qu'elles ne le pensaient. Certaines se réveillaient la nuit, mais d'autres avaient du mal à s'endormir, et plusieurs étaient perturbées par des sommeils fragmentés. Le problème, comme je l'ai appris, n'est pas seulement le nombre d'heures de sommeil, mais surtout la qualité. Si vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit, ou si vous avez du mal à vous endormir, votre corps n'a pas l'opportunité de se régénérer. Sans sommeil réparateur, votre cerveau ne peut pas se débarrasser des toxines accumulées pendant la journée. Et votre système cardiovasculaire ne peut pas se reposer correctement. Je me suis rappelé des moments où Brigitte me parlait de sa routine nocturne. Elle m'a raconté qu'elle passait souvent du temps devant la télévision avant de dormir, une habitude qu'elle avait prise il y a des années. Bien que cela semblait inoffensif, elle ne se rendait pas compte que l'exposition à la lumière bleue des écrans avant le coucher perturbe sérieusement la production de mélatonine, une hormone essentielle à l'endormissement. Cette lumière émise par nos appareils électroniques trompe le corps en lui faisant croire qu'il est encore jour, retardant ainsi le début du sommeil. Cela la maintenait dans un état de vigilance bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Un autre aspect qu'elle n'avait pas envisagé était l'environnement de sommeil. Une chambre trop éclairée, des températures inconfortables ou un matelas inadapté peuvent tous nuire à la qualité du sommeil. Mais le plus important, c'était son état mental. Le stress accumulé tout au long de la journée, les préoccupations liées à l'avenir et même des événements passés avaient un impact considérable sur la qualité de son sommeil. Le corps peut être physiquement fatigué, mais si l'esprit est agité, le sommeil réparateur est pratiquement impossible à atteindre. Il a fallu plusieurs conversations avec Brigitte avant qu'elle ne prenne conscience de l'importance de revoir son hygiène de sommeil. Ensemble, nous avons exploré des stratégies simples mais efficaces pour améliorer son sommeil. Nous avons commencé par des exercices de relaxation avant de dormir, des respirations profondes, des étirements légers et un massage doux des pieds pour détendre ses muscles. Nous avons également ajusté sa routine du soir en éliminant les écrans 1 heure avant de dormir et en instaurant une atmosphère propice au sommeil. Une chambre fraîche, sombre et silencieuse. Petit à petit, Brigitte a commencé à remarquer des améliorations. Elle a trouvé un meilleur rythme de sommeil et son humeur s'est nettement améliorée. Elle se réveillait moins fatiguée, son esprit était plus clair et sa mémoire s'était même améliorée. Je pense que l'une des plus grandes révélations de notre travail ensemble a été de comprendre que le sommeil est bien plus qu'un besoin biologique. Il est fondamental pour notre bien-être mental et émotionnel. Le sommeil joue un rôle crucial dans notre capacité à faire face au stress, à maintenir notre santé cardiaque et à favoriser la réparation cellulaire. Mais il est aussi un pilier pour notre santé émotionnelle, nous permettant de réguler nos émotions, de gérer notre anxiété et de rester positif face aux défis de la vie. L'histoire de Brigitte m'a montré qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer sa qualité de vie, surtout en ce qui concerne le sommeil. Même après des années de mauvaises habitudes, il est possible de retrouver un sommeil réparateur. Il suffit de prendre les bonnes décisions, de prêter attention à ce que votre corps vous dit et de mettre en place une routine de sommeil qui vous permette de vous régénérer pleinement. Parce qu'au bout du compte, un sommeil réparateur est la clé d'une vie plus longue, plus saine et plus épanouie. Ne sous-estimez jamais l'impact que la qualité de votre sommeil peut avoir sur votre avenir. L'engagement social, un facteur clé pour la longévité et la santé mentale. Je n'avais pas prévu que cette conversation changerait ma perspective sur la vieillesse. C'était lors d'une rencontre informelle, un après-midi ensoleillé à Paris, que j'ai parlé avec M. Bernard, un homme de 68 ans qui m'a raconté son histoire avec une sincérité qui m'a profondément marqué. Il vivait seul depuis plusieurs années, après le décès de son épouse, et sa vie sociale s'était progressivement étiolée. Ses enfants étaient loin, occupés par leur propre vie, et, à ses yeux, les amis de jadis étaient désormais de lointains souvenirs. Je n'ai plus vraiment de contact, vous savez. Les visites sont rares, et je me suis retrouvé à vivre ma vie de manière assez isolée. Au début, ça ne me dérangeait pas trop, mais plus le temps passe,
plus je sens ce vide s'installer. Parfois, je me demande si j'ai encore une place dans ce monde, m'a-t-il avoué, en baissant les yeux vers sa tasse de café, comme s'il espérait que ses mots ne soient pas trop lourds à porter. Cette confession m'a profondément touché, mais elle m'a aussi ouvert les yeux sur un aspect essentiel de la vieillesse, qui est souvent négligé: l'importance des relations sociales et de l'engagement dans des activités communautaires. Bernard, bien qu'intellectuellement alerte et en bonne santé physique pour son âge, avait perdu quelque chose d'irremplaçable: ses connexions sociales. Et ce vide social, bien que silencieux et invisible, pesait lourdement sur son bien-être général. Je n'avais pas pleinement saisi l'impact de l'isolement jusqu'à ce que j'entende son histoire. Bernard ne parlait pas seulement de solitude, il parlait de désengagement, de la perte de liens qui lui donnaient un sens, une raison d'aller au-delà des tâches quotidiennes. Il m'a expliqué qu'autrefois, il participait à des réunions de quartier, organisait des dîners avec des amis et s'impliquait dans des activités sociales. Mais au fil des années, avec la perte de sa femme et l'éloignement progressif de ses proches, il s'était progressivement replié sur lui-même, pensant que le confort d'être seul pouvait remplacer le besoin de contact humain. Ce n'est que plus tard que j'ai compris à quel point l'isolement pouvait être dangereux pour notre santé, et en particulier pour notre santé mentale. En vieillissant, nous perdons souvent des proches, et il devient plus difficile de maintenir des relations. Mais ce processus de retrait ne doit pas être sous-estimé. Des études ont clairement montré que l'isolement social chez les personnes âgées est directement lié à une augmentation du risque de dépression, de détérioration cognitive et même à une accélération du déclin physique. L'esprit humain a besoin de connexion pour rester fort, tout comme notre corps a besoin d'exercice pour rester en forme. La conversation avec Bernard m'a fait réfléchir profondément. Ce n'était pas seulement un homme âgé qui se sentait délaissé par ses enfants, mais un homme qui était en train de perdre un aspect essentiel de son être: sa place dans le monde. Les relations sociales, aussi simples soient-elles, apportent une vitalité, un soutien émotionnel et une sensibilité cognitive qui contribuent à maintenir une santé mentale saine. Quand nous sommes entourés de gens qui nous aiment et nous soutiennent, notre cerveau se nourrit de cette énergie. En revanche, lorsque nous nous isolons, notre esprit commence à s'éteindre lentement, comme une lampe sans source d'alimentation. Mais la solution à ce problème ne réside pas dans la solitude. Bernard, malgré sa situation, n'était pas au bout du chemin. Ce que j'ai réalisé en discutant avec lui, c'est que le désengagement social peut être inversé et que le rétablissement des liens sociaux peut apporter un soulagement immédiat. Il faut simplement prendre la décision de s'engager à nouveau, même d'une manière modeste, même à une petite échelle. Je lui ai suggéré de renouer avec les activités qu'il aimait, de rejoindre des groupes communautaires, de participer à des événements sociaux dans son quartier. Au début, il était réticent, pensant que cela ne changerait rien, mais il a accepté d'essayer. Il a rejoint un club de lecture local, où il pouvait discuter de ses livres préférés, et a commencé à organiser des repas avec ses anciens voisins. Au bout de quelques mois, j'ai vu Bernard revenir à la vie. Sa santé mentale s'est améliorée. Il semblait plus léger, plus souriant, plus engagé. Sa perception de la vie a changé. Il ne se sentait plus comme un spectateur, mais comme un acteur dans le monde qui l'entoure. Ce changement a été spectaculaire. Bernard a découvert que l'engagement social, loin de se limiter à un acte de gentillesse envers les autres, était en réalité un moyen de préserver son propre bien-être. Il a vu que les conversations, les échanges, même les plus banals, sont en réalité des sources de stimulation cognitive essentielles à notre santé mentale. Plus il interagissait avec les autres, plus il se sentait vivant, plus il avait envie de participer activement à la vie de sa communauté. Je crois que l'engagement social est un facteur fondamental non seulement pour maintenir une bonne santé mentale, mais aussi pour prolonger notre espérance de vie. Quand vous avez des raisons de vous lever chaque matin, que ce soit pour un café avec un ami, une activité sociale ou un projet commun, vous vivez plus longtemps et mieux. Les relations humaines, même les plus simples, nous ancrent dans la réalité, nous empêchent de nous laisser emporter par les ombres de l'isolement et de la solitude.
Aujourd'hui, Bernard est un homme transformé. Il n'est plus seul dans son coin, il participe activement à sa vie et surtout, il a retrouvé un sens profond dans son existence. Il m'a dit un jour, après une réunion de quartier, je n'avais pas réalisé à quel point je me suis perdu dans cette solitude. Aujourd'hui, je sais que ma place est là, au milieu de tout ça. Et c'est exactement là qu'il faut être, au cœur de la vie, entouré des autres, tissant des liens, partageant des expériences et des moments de joie. Je pense souvent à l'histoire de Bernard et je me demande combien de personnes âgées comme lui se retrouvent dans une situation similaire sans même s'en rendre compte. Si vous vous trouvez dans la même position que lui, rappelez-vous que ce n'est jamais trop tard pour renouer avec les autres. Peu importe l'âge, il y a toujours un moyen de raviver les connexions et de donner un nouveau sens à sa vie. L'isolement est un poison silencieux qui peut ronger votre santé physique et mentale. Ne laissez jamais la solitude vous emporter, car il y a toujours une voie pour sortir de l'ombre et retrouver la lumière des relations humaines. Résumé de l'histoire et leçons à tirer. L'histoire de Bernard, Claire et Thierry nous montre l'importance cruciale de l'attention portée à notre santé physique et mentale au fur et à mesure que nous vieillissons. Chacun de ces personnages a vécu une réalité différente, mais tous ont un point commun: le manque d'attention portée à certains aspects fondamentaux de leur bien-être. À travers leurs histoires, nous avons découvert des éléments essentiels qui influencent la qualité de notre vie à mesure que nous avançons en âge, tels que la vitesse de la marche, la force de la poignée de main, l'équilibre, la qualité du sommeil et l'engagement social. Bernard, un homme qui a longtemps vécu dans l'isolement, nous rappelle que la solitude peut avoir des effets dévastateurs sur notre santé mentale et physique. Son engagement renouvelé dans des activités sociales a non seulement ravivé son esprit, mais a aussi amélioré son état de santé général. Sa décision de sortir de sa coquille et de renouer avec les autres lui a permis de redécouvrir une qualité de vie qu'il pensait perdue. Cette transformation nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour chercher la compagnie des autres et rétablir un réseau social, même après de longues années de solitude. Claire, quant à elle, nous a montré à quel point la force physique et le maintien d'une activité régulière sont essentiels pour préserver notre indépendance en vieillissant. À travers son histoire, nous comprenons que chaque petit geste quotidien, comme marcher régulièrement ou jardiner, contribue non seulement à notre bien-être physique, mais aussi à notre confiance en nous. La force de la poignée de main est un indicateur clé de notre état général. Elle nous rappelle que les petites actions que nous posons tous les jours, sans y penser, ont un impact profond sur notre autonomie à long terme. Enfin, Thierry nous a appris que l'équilibre est bien plus qu'une question de posture ou de mouvement. En vieillissant, notre équilibre peut se détériorer si nous ne l'entretenons pas activement. Mais à travers ses efforts pour rétablir son équilibre, il a démontré qu'il est possible de renforcer cet aspect crucial de notre santé, même à un âge avancé, et que cela peut être la clé pour éviter les chutes et conserver notre indépendance. En réunissant les leçons de ces trois personnages, nous pouvons tirer une véritable leçon de vie. La santé et le bien-être ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les choix que nous faisons chaque jour qui déterminent notre qualité de vie à long terme. La prévention, l'attention portée à notre corps, l'importance de maintenir des relations sociales et de nourrir notre esprit sont essentiels pour traverser la vieillesse dans les meilleures conditions possibles. À travers des actions simples mais régulières, nous pouvons améliorer notre santé physique et mentale, renforcer notre autonomie et vivre une vie plus épanouie, même à un âge avancé. Cette histoire nous rappelle également l'importance de l'action proactive. Il est facile de se laisser emporter par la routine quotidienne et de repousser à demain ce qui semble ne pas être urgent. Mais les petites habitudes que nous instaurons aujourd'hui auront un impact profond sur notre avenir. Que ce soit en faisant attention à notre vitesse de marche, en renforçant notre poignée de main, en travaillant sur notre équilibre, en améliorant la qualité de notre sommeil ou en engageant des relations sociales actives. Chaque pas compte. La vie est un voyage, et le chemin le plus beau est celui que l'on construit avec soin, étape après étape.
Question pour vous. Que pensez-vous de l'importance des habitudes quotidiennes dans le maintien de notre santé et de notre bien-être en vieillissant? A. Je crois que les petites habitudes quotidiennes ont un impact majeur sur la santé à long terme. B. Je pense que la santé est principalement une question de génétique et de chance, peu importe les habitudes. Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant et motivant.